واحبار الشادو وينو وناقي واحبار الشادو وينو وناقي ولا ليالو ودا أقادا وهي تعلينتا ودد توسن وهي تعلينتا ودد توسن. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette troisième séance sur les épreuves du baccalauréat en géographie, nous allons vous présenter comment traiter un sujet de croquis de restitution en géographie pour les séries ES et L. Nous nous appuierons sur le sujet suivant: des nord et des sud. C'est-à-dire que nous allons représenter spatialement les contrastes entre nord et sud et donner au sujet une traduction cartographique claire. Tout d'abord, voici un petit aperçu de l'épreuve d'histoire-géographie au baccalauréat des séries littéraires et économiques et sociales. Elle dure 4 heures et se compose de 2 parties. L'épreuve de la première partie, qui est notée sur 10 points et porte obligatoirement sur une composition. Les candidats ont le choix entre 2 sujets, soit 2 sujets d'histoire, soit 2 sujets de géographie. Dans la seconde partie, notée aussi sur 10 points, les candidats ont le choix entre 2 types d'exercices. Si la première partie porte sur l'histoire, les candidats ont le choix entre une analyse de documents portant sur 2 à 3 documents. L'analyse est guidée par un petit nombre de questions, de 4 ou 5 questions, ou un croquis. Les croquis demandés correspondent à ceux qui ont été travaillés en classe durant l'année. Les candidats travaillent sur un fond de carte fourni. Qu'est-ce qu'on attend de vous dans un croquis? Le croquis comporte un titre, un cadre et une légende. La légende est organisée en 2 ou 3 parties pertinentes au regard du sujet. Les noms sont posés horizontalement et avec exactitude. Les figurés sont de 3 types: ponctuels ou point, linéaire ou ligne, ou encore polygone ou surface. Et les choix sont pertinents. Les localisations sont exactes, la cartographie est soignée. Enfin, le croquis exprime une ou plusieurs idées en relation avec le sujet. À présent, nous allons définir 2 termes qui sont souvent confondus. Le terme de carte, qui doit plutôt être réservé à un document professionnel élaboré qui a pour objectif d'informer et de localiser avec précision, et le terme de croquis qui convient au traitement cartographique d'un sujet. Il s'agit de la démonstration d'une interprétation cartographique d'une problématique autour de quelques grandes idées avec localisation des phénomènes étudiés. Un croquis en géographie est une réponse cartographique à un sujet. C'est essentiellement un travail de localisation précise, d'informations sélectionnées et de respect de codes graphiques. Donc, maintenant, nous allons voir les étapes de la réalisation du croquis. Premièrement, il faut analyser le sujet. Pour cela, vous devez identifier le ou les mots-clés, mais aussi l'espace géographique concerné. Ensuite, dans la deuxième étape, il faut rechercher dans ses connaissances du cours concernant le sujet, puis dégager ou proposer une problématique. Dans une troisième étape, vous devez construire ou élaborer la légende. À partir de l'analyse du sujet, il faut rassembler les 3 ou 4 idées essentielles en complétant un tableau comme le suivant et leur donner un titre court qui va servir à organiser la légende en autant de parties bien délimitées. Il faut aussi choisir des figurés cartographiques correspondant au type d'information à représenter et aux exigences d'un travail propre
et lisible. Ensuite, vous devez rédiger ou recopier au propre la légende. Il ne faut jamais recopier la légende au dos du croquis. Enfin, dans la dernière étape, il faut réaliser le croquis. Pour cela, il faut d'abord reporter les informations en respectant précisément les figurés et la légende. Deuxièmement, il faut indiquer la nomenclature, c'est-à-dire les noms de villes, d'États, en relation avec le sujet, en soignant l'écriture. Et enfin, il faut donner un titre au croquis qui est souvent celui du sujet. À présent, nous allons voir les 4 qualités d'un bon croquis. La première est qu'il doit être lisible. En effet, les principaux phénomènes doivent apparaître au premier coup d'œil. Ensuite, un bon croquis doit être à la fois clair et contrasté. Il ne doit pas être surchargé pour avoir du sens. Enfin, il doit hiérarchiser des espaces. La seconde qualité d'un bon croquis est qu'il doit être démonstratif, expressif, parce qu'il sert à mettre en valeur, à prouver, à démontrer en utilisant les procédés graphiques appropriés. La troisième qualité d'un bon croquis est qu'il doit être précis pour ce qui concerne les localisations. Qu'il s'agisse des lieux ou des zones, il faut éviter toute approximation. Enfin, la quatrième et dernière qualité d'un bon croquis est qu'il doit être esthétique. Là aussi, il doit être propre et soigné. Mais surtout, le choix des symboles et surtout des couleurs est donc particulièrement important. Maintenant, nous allons énumérer les éléments que doit contenir un croquis. Ils sont au nombre de 4. Et le premier est le titre, en haut ou en bas de page, qui reprend l'intitulé du sujet. Les deuxièmes éléments sont l'échelle et l'orientation qui sont portés sur le fond de carte. Ensuite, il y a la légende qui doit être structurée et expliquée. La légende doit être construite avant de réaliser le croquis. Elle doit être ordonnée pour répondre à la problématique du sujet, construite et réalisée comme un plan détaillé de dissertation. Enfin, la légende ne doit jamais être réalisée au verso du croquis. Enfin, un croquis doit contenir une nomenclature, c'est-à-dire l'ensemble des noms qui figurent sur la carte. Les noms s'inscrivent horizontalement et à quelques exceptions près. Par exemple, les noms des pays s'inscrivent en majuscules et les noms des villes s'inscrivent en minuscules. Ensuite, il faut éviter de surcharger la carte. Pour cela, vous placez les noms au maximum en dehors de la zone cartographiée. Il faut utiliser mer et océan, les pays limitrophes, etc., etc. Il faut aussi utiliser des abréviations pour les villes comme NY pour New York, avec report et explication en légende. À présent, nous allons découvrir le langage cartographique, c'est-à-dire les 3 types de figurés qui sont les figurés ponctuels. On utilise uniquement des symboles géométriques comme les carrés, les cercles, les triangles, les losanges, les barres, les demi-cercles, etc. Les informations peuvent être qualitatives, mais quantitatives aussi, selon les variables utilisées que l'on peut associer et qui sont la taille du symbole, la couleur du symbole, ou encore l'épaisseur du trait, ou encore la couleur du trait. Ensuite, il y a les figurés linéaires qui sont représentés sous forme de traits de divers types. Continu, tiret, pointillé, pour figurer des limites, par exemple, mais aussi sous forme de flèches pour figurer les flux. Enfin, il y a les polygones ou figurés de surface. Les phénomènes peuvent être qualitatifs. Dans ce cas, il faut s'efforcer d'utiliser des couleurs proches des phénomènes quand c'est possible.
Par exemple, préférer les jaunes ou oranges pour des céréales, le rouge ou le violet pour la vigne et par extension pour les cultures délicates, irriguées et intensives, le vert pour les prairies, les cultures fourragères et l'élevage. Les couleurs chaudes pour les régions chaudes et les couleurs froides pour les régions froides. Ou encore les teintes tristes pour les régions en déclin, comme le gris ou le marron, et les teintes vives pour les régions dynamiques. Les phénomènes sont aussi quantitatifs. Dans ce cas, il faut varier l'intensité de la couleur, du clair au foncé, en fonction de l'importance du phénomène étudié, en utilisant une gamme de teintes chaudes, comme le jaune, l'orange, le rouge ou le violet, une gamme de teintes froides, comme le vert, le bleu ou le violet, un dégradé d'une même couleur, du clair au foncé, ou encore une gamme noir et blanc à partir des pointillés et hachures avec deux méthodes pour foncer, soit rapprocher, densifier les traits ou les points, soit les épaissir, soit les deux simultanément. À présent, nous allons mettre en application la méthodologie du croquis que nous venons de découvrir. Pour notre sujet, des nord et des sud, on voit bien qu'il peut être commode de faire trois parties dans la légende. Une première partie qui s'intéressera au pays du Nord, une deuxième partie donc qui s'intéressera au pays du Sud. Mais attention, sans oublier qu'il s'agit d'insister sur les contrastes de développement entre Nord et Sud et aussi sur les contrastes de développement à l'intérieur des Nord et à l'intérieur des Sud. Et enfin, une troisième partie qui montre une limite Nord-Sud qui n'est pas figée. En ce qui concerne les pays du Nord, pour commencer, on peut distinguer plusieurs types de situations. D'abord, par exemple, les pays de la triade, comme les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, pays de la triade qui sont parmi les plus riches, les plus développés, qui ont un IDH, un indicateur de développement humain très élevé, ce qui explique justement parce qu'ils sont aussi les pôles moteurs de l'économie mondiale. En relation étroite avec ces pôles moteurs de l'économie, on trouve toujours au nord des pays comme le Canada, Israël, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi, pourquoi pas, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, que l'on peut considérer comme des pays relais de la triade et qui ont aussi un niveau de développement très élevé. Troisième catégorie, les pays de l'Est et de l'ex-URSS, qui, depuis plus d'une dizaine d'années, sont en situation de transition économique. Transition d'une économie dirigée vers une économie libérale, transition difficile, souvent, qui explique dans plusieurs de ces pays une certaine stagnation du niveau de développement. À côté de ces pays du Nord, voyons maintenant la diversité des situations de développement à l'intérieur des pays du Sud. Bien sûr, il y a plusieurs manières de regrouper ces pays. Je vous propose un exemple de classement, mais qui n'est qu'un exemple parmi d'autres. On pourrait commencer par ce qu'on appelle les puissances régionales et les pays ateliers en voie d'industrialisation. Des pays comme le Mexique, sur le continent américain, comme le Brésil, des pays comme l'Afrique du Sud sur le continent africain, des pays comme la Chine en Asie, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, tous ces pays donc qui sont des nouveaux pays industriels, NPI, des pays émergents avec un IDH en progrès grâce justement à leur essor économique et à la diversification progressive de leur industrie. Deuxième catégorie de pays du Sud que l'on peut identifier, ce sont les pays pétroliers, à savoir sur le continent américain, le Venezuela par exemple, la Libye en Afrique et plusieurs pays du Moyen-Orient comme l'Arabie saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis,
Oman, l'Iran aussi, etc., etc. Le point commun entre ces pays étant que l'IDH augmente grâce surtout à la rente pétrolière, même s'il subsiste dans un certain nombre de cas des problèmes de maîtrise démographique ou d'alphabétisation, entre autres. Troisième groupe de pays que l'on peut distinguer, il s'agit des PMA, les pays les moins avancés, ici en blanc, que l'on rencontre les plus nombreux en Afrique. Alors, on ne va pas citer tous ces PMA africains, vous les voyez apparaître sur la carte, ils sont situés essentiellement dans l'Afrique intertropicale. La particularité de ces PMA, c'est qu'ils cumulent les retards de développement, peu d'industrie, peu d'alphabétisation, difficultés de maîtrise démographique, avec souvent des natalités très élevées et parfois même des difficultés pour subvenir aux besoins élémentaires de la population. Besoins en eau potable et en nourriture. Trois catégories pour le moment, donc les puissances régionales et les pays ateliers en voie d'industrialisation, les pays pétroliers, les PMA restent un ensemble des pays du Sud aux caractéristiques moins affirmées, ce que l'on pourrait appeler des pays intermédiaires, qui sont des pays sur la voie du développement, certes, mais avec des progrès économiques et des IDH très variables. Tout ce travail préparatoire effectué, regardons maintenant ce que donne notre croquis, en nous rappelant que la légende doit être présentée sous forme de plan avec des titres pour chacune des parties. Nous avons donc identifié une coupure entre le nord et le sud, avec d'une part des nords entre domination et recomposition, comportant eux-mêmes trois ensembles. Les pays de la triade à l'IDH élevé, qui sont les pôles moteurs de l'économie mondiale, les nouveaux pays industrialisés et les pays de l'ex-bloc communiste en phase de reconversion. Dans la deuxième partie, que l'on pourrait intituler « Les Suds des espaces de plus en plus hétérogènes », nous avons dégagé 4 groupes de pays. D'abord, les puissances régionales et les pays ateliers en voie d'industrialisation, dont l'IDH progresse grâce à l'essor économique. Ensuite, des pays pétroliers qui enregistrent une augmentation de leur IDH grâce à la rente pétrolière. Puis, des pays intermédiaires dont les progrès économiques et les progrès de l'IDH sont très variables. Et enfin, les PMA, les pays les moins avancés, qui cumulent les retards de développement, ce qui se traduit bien sûr par un IDH faible. Dans cette troisième partie de la légende, qu'on a intitulée « Une limite nord-sud figée », on peut placer la limite nord-sud, limite que l'on peut suivre sur la carte, qui passe entre les États-Unis et le Mexique sur le continent américain, qui passe entre l'Europe et l'Afrique tout en englobant Israël dans les pays du Nord, et qui, lorsque l'on va vers l'Asie, laisse du côté des pays du Sud la Turquie, les anciennes républiques asiatiques de l'URSS, la Mongolie, la Chine, etc., etc. Attention, en arrivant sur le Pacifique, on inclut dans les pays du Nord la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, des États qui ont à la fois rattrapé leur retard industriel et achevé leur transition démographique. Sans oublier bien sûr l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui appartiennent, elles, à tout point de vue aux pays du Nord, même s'ils se trouvent dans l'hémisphère sud. Enfin, dans cette dernière partie, nous pouvons placer les flux de produits manufacturés entre sud et nord, mais aussi les flux pétroliers majeurs qui partent du sud, souvent vers le nord. À présent, pour récapituler, nous allons répondre à quelques questions qui portent sur la réalisation d'un croquis en géographie. Tout d'abord, à quoi sert un croquis? Un croquis permet de visualiser rapidement les formes d'organisation, les évolutions et les dynamiques d'un territoire. C'est une démarche intellectuelle, observation,
sélection d'informations, représentation sur un espace donné. Il participe à la formation de votre esprit critique, à l'expression de vos idées et analyses et à l'apprentissage d'un regard sur les choses, capacité d'observation, qualité de synthèse, etc., etc. Ensuite, que doit contenir un croquis? Le croquis doit avoir un titre. Il informe sur le territoire représenté, une orientation, quel sujet, vous pouvez intégrer l'orientation dans le titre, une échelle, assurez-vous que le fond de carte en contienne une, un cadre qui est un espace représenté encadré par une simple ligne et une légende organisée en parties. Et enfin, comment représenter des informations sur un croquis et avec quelle couleur? On utilise des figurés qui seront renseignés et répartis dans la légende. Il en existe de 3 sortes. Les figurés de surface qui servent à représenter un phénomène étendu sur l'espace, comme une aire urbaine, des champs agricoles, etc., etc. On peut y intégrer des hachures verticales ou horizontales, des pointillés ou tout simplement un coloris, vert, bleu, rouge, etc., etc. Les figurés ponctuels qui servent à représenter une localisation précise comme un lieu, une ville, un aéroport, une gare, une école, etc., etc. Et les figurés linéaires qui servent à représenter des informations en continu comme des axes, des flux, des limites, des réseaux de transport, etc., etc. Les couleurs sont comme celles des panneaux du code de la route. Prenez donc des couleurs chaudes comme le rouge, l'orange ou encore le jaune pour des espaces dynamiques, des phénomènes de grande importance comme la grande densité de population, les grandes villes, les grandes lignes de transport, des couleurs froides comme le bleu ou le vert pour des espaces peu dynamiques comme l'espace en crise, la petite ville, les voies ferrées secondaires. Des dégradés de couleurs, exemple un rouge, un orange et un jaune, pour montrer les différences entre les espaces considérés, forte densité, moyenne et faible. Nous sommes arrivés au terme de cette 3e séance qui portait sur la méthodologie du croquis de géographie. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle séance de géographie. Universidad